en débattre tout à l'heure. On a intitulé cette seconde table ronde « Où va la démocratie? Ce que nous apprend la fiction ». Alors pareil, dans un moment où honnêtement le réel dépasse très souvent quand même la fiction, dépasse très souvent les scénarios des uns et des autres, on peut se demander finalement si vous avez, vous tous ici présents, encore quelque chose à apporter pour nous faire prendre conscience de ce qui pourrait advenir, mais malgré tout, il y a un lien intéressant à analyser entre réel et fiction. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde parle de dystopie aussi en permanence. Tout le monde dit nous vivons dans une dystopie, nous sommes en pleine dystopie. Donc il y a le champ lexical, et on en parlait tout à l'heure, le champ lexical de la littérature, le champ lexical de la fiction, le champ lexical aussi du cinéma, qui est de plus en plus présent quand on essaie d'analyser le réel, et notamment le réel politique. On parle de séquences politiques en permanence. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'on n'est plus du tout dans le même débat d'il y a 10 ou 20 ans. Et là, en effet, le réel, à mon avis, dépasse très souvent la fiction, mais on va en parler. Et pour parler de tout ça, je présente les personnes qui sont avec nous. Tout au fond, là-bas, Noé Debré. Noé Debré, vous êtes scénariste, réalisateur, notamment créateur et scénariste de la série Parlement, qui suit les premiers pas d'un jeune assistant parlementaire au Parlement européen. Et on vous doit aussi plus récemment Le Dernier des Juifs, l'histoire d'une mère et de son fils qui sont les derniers de leur communauté à vivre dans leur cité. Juste à côté de vous, David Elkaïm. David Elkaïm, vous êtes scénariste, réalisateur, créateur et co-scénariste de la série Ainsi soit-il, diffusée sur Arte depuis 2012, et co-scénariste d'une série, de la première saison d'une série qui a cartonné, qui s'appelle En thérapie et dont je suis sûr tout le monde a entendu parler. À côté de vous, Laurent Godet. Laurent Godet, vous êtes romancier, prix Goncourt des lycéens et prix des libraires en 2002 pour La mort du roi de Songor et le prix Goncourt pour Le Roi Soleil, Le Soleil d'Escorta en 2024. Pardon. Vos deux derniers romans, je les cite parce que c'est des dystopies. Chien 51, paru en 2024, et Zem en 2025. Et on peut préciser que Chien 51 donne lieu à une adaptation au cinéma qui va sortir tout bientôt. Et à mes côtés, Johanna Baraz, qui va me remplacer durant cette table parce que je vais devoir filer. Johanna Baraz, directrice par intérim du département Société et Politique sociale du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, copilote du projet Reconfiguration démocratique. Et Johanna, tu pourras, toi, nous dire les raisons pour lesquelles vous avez fait appel à des cinéastes et à des romanciers pour venir alimenter votre haut commissariat et en quoi ils vous sont utiles. Noé, on va démarrer par vous, parce qu'évidemment, dans la période, moi j'ai envie de vous demander en quoi la série Parlement, en quoi le fait de travailler sur cette série, en quoi le fait de l'avoir fabriquée, vous a appris des choses sur une notion qui est importante dans la situation que l'on vit en ce moment, qui est le compromis. En quoi vous avez été acculturé au compromis? En quoi vous considérez que la série Parlement a peut-être essayé de mettre dans le débat public des éléments utiles pour faire prendre conscience à la fois à la population, mais aussi à nos responsables politiques, que le compromis ne veut pas forcément dire compromission? Oui, merci. Je me sens vraiment le passager clandestin de cette conférence. Alors, en fait, je ne sais pas comment répondre à votre question parce que Parlement, la série rend compte de la façon dont ça se passe au Parlement européen. Et la façon dont ça se passe au Parlement européen, c'est qu'il n'y a pas de majorité, c'est très compliqué, tout le monde vient d'un endroit, et puis il n'y a pas de discipline de parti, et puis de toute façon, je ne suis pas d'accord. Et donc, en fait, si on veut voter quoi que ce soit, il faut à un moment se rassembler, se mettre d'accord. Et Parlement, la série, je pense sa singularité, c'est de simplement décrire ça. Et donc, quand je travaillais dessus, moi, j'avais cette espèce d'intuition. Et puis, moi, je suis strasbourgeois, donc je voulais faire une série qui se passait au Parlement européen uniquement pour cette raison, en vérité. Et quand je demandais aux gens, alors, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait, souvent, on me donnait un cours de droit public. On me disait, bah voilà, le Conseil s'occupe de ça, la Commission de ça, puis après, ça arrive au Parlement. Et il y avait cette phrase très mystérieuse qui était, là on se met d'accord, et c'est voté ou pas. Et donc, comment on se met d'accord? Et voilà, donc ce qui fait la substance de la série. Et ce qui me frappe, enfin, je pensais à quelque chose tout à l'heure en entendant les intervenants, c'est sur la question du conflit. Et ce qui est notre matière à nous, scénaristes, c'est le conflit. Il n'y a pas de scène sans conflit. C'est vraiment le b.a.-ba de l'écriture scénaristique. Donc on est tout le temps en train d'essayer de chercher le conflit. Et ce qui est moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand je me suis intéressé aux institutions européennes, c'est que les institutions européennes, pendant longtemps, c'est moins le cas maintenant, avaient très peur de mettre en scène leurs conflits. Parce qu'il y avait cette espèce de, je pense, cette espèce de surmoi, enfin d'inquiétude
qui était que si on montre aux gens qu'on n'est pas d'accord, les gens vont se dire ça marche pas, regardez, ils sont pas d'accord. Alors qu'en fait, tout l'objet des institutions, c'est réussir à se mettre d'accord. Et si on doit réussir à se mettre d'accord, c'est qu'à la base, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais on est incapable, collectivement, j'ai l'impression qu'on était incapable de raconter ça, et on l'est toujours dans une certaine mesure. Et je trouve que c'est très dommage parce que quelqu'un a fait allusion à Athènes et Sparte tout à l'heure. Et je pense qu'un des récits qui nous attend, donc il ne se passe pas tout à fait au Parlement, mais il se passe au Conseil européen, qui est comment l'Alliance va tenir. Et ça, c'est vraiment un grand récit, pour le coup, Star Wars, quoi. Comment est-ce qu'on fait tenir l'Alliance? C'est les guerres médiques. C'est comment les cités grecques vont réussir à s'allier pour repousser l'envahisseur perse, etc. Et c'est des choses qui sont extrêmement exaltantes pour le public. Et curieusement, je trouve que c'est jamais raconté comme ça. On nous raconte un Conseil européen et c'est toujours, ils sont foutus, voilà. Et puis après, ils sont pas d'accord, c'est terrible, ça marche pas. Alors qu'en fait, c'est très exaltant de se dire, ils n'étaient pas d'accord en rentrant et en sortant, ils ont réussi à prendre une décision ensemble. Et ce récit-là, je l'entends jamais. Et je trouve ça regrettable. Et voilà, du coup, j'ai oublié votre question. Mais on va terminer sur regrettable. Vous allez donner votre micro à David. David, vous en avez un. On ne l'a pas évoqué en début de la conférence. Un des problèmes de la démocratie, un des éléments qui abîment la démocratie, c'est ce qu'on dit souvent, la disparition des corps intermédiaires. En gros, nous sommes dans une société désintermédiée. Il n'y a plus rien entre, je dirais, les gens et le pouvoir. Il n'y a plus de corps intermédiaires. En discutant avec toi hier en préparant la conférence, finalement, ce que tu me dis, c'est est-ce que peut-être le cinéaste ou le romancier, on en parlera avec Laurent tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas le dernier corps intermédiaire justement entre le peuple et le politique? En gros, en quoi le cinéaste joue un rôle de passeur pour acculturer, pour réguler des tensions, des conflits tels que Noé l'a abordé tout à l'heure. En gros, est-ce que vous n'êtes pas le dernier corps intermédiaire qui fonctionne encore un peu? Alors, quand je parlais de passeur, ce n'était pas exactement dans ce sens-là, mais je vais y revenir. Bon, je me sens un peu le deuxième passager clandestin de la... On est deux, peut-être trois, je ne sais pas, mais en tout cas... non, juste avant de répondre à la question, je voudrais faire déjà, la question du conflit dont parle Noé est une question essentielle, effectivement, pour les gens qui écrivent. Je voudrais juste rétablir, je ne suis pas cinéaste, je suis scénariste, producteur depuis peu, mais pas cinéaste. J'ai tourné un film, j'ai arrêté. Je ne veux pas être cinéaste, voilà. Parce qu'effectivement, la question de régler la question démocratique sur un tournage, c'est un enfer, donc j'ai arrêté. C'est plus simple dans une room de scénaristes. On arrive, on a plus le temps, effectivement, on discute, etc. Bon. Donc oui, non, la question du conflit est une question passionnante, en vérité. Quand on dit conflit, il faut juste entendre une chose. Ce n'est pas des gens qui se font la guerre. Ce n'est pas des gens qui se battent. C'est des gens qui discutent et qui ne sont pas forcément d'accord. Ou bien, plus profond, ce sont des gens qui ont des conflits intérieurs, en fait. Vous le savez tous, on est tiraillés en permanence. Donc au fond, il y a peut-être aussi une discussion intérieure. La démocratie, c'est ça aussi. Je fais un petit détour parce que Passeur, en fait, ça vient d'un théoricien du cinéma, Serge Danet, qui est mort aujourd'hui du sida, un grand théoricien critique. Bon, alors lui ne se disait pas théoricien, mais critique, mais quand même, il y a une théorie, Serge Danet. Bon, malheureusement, sa théorie, c'est la mort du cinéma. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais la question d'être un passeur, en fait, je l'entendais plutôt comme quelqu'un qui accompagne les films. Pourquoi ? Je viens juste, je fais un petit détour. En tant que spectateur, on sait bien que, enfin moi en tout cas, je sais à quoi ça m'a servi le cinéma. En tant que spectateur déjà, ça m'a servi à rencontrer l'autre, vraiment à rencontrer rien de mieux que le cinéma, je vous dis, pour rencontrer un petit gamin iranien qui doit rendre un cahier de classe à son voisin de table parce qu'il l'a oublié et que s'il ne l'a pas, le lendemain, il va se faire engueuler par son maître d'école. Je vous donne 2 minutes pour trouver le film. Mais voilà, il n'y a rien de mieux que le cinéma pour aller rencontrer une femme afro-américaine des années 50 qui travaille pour une star de cinéma qui fait les ménages chez elle, etc. Voilà.
Au fond, je crois que adolescent jusqu'à aujourd'hui, le cinéma m'apprend à rencontrer l'autre. C'est une fenêtre pour rencontrer l'autre, le monde évidemment. Je vous donne un exemple sur un film que vous avez peut-être tous vu, c'est l'histoire de Souleymane, hein, ce personnage qui traverse la ville, qu'on connaît tous, qu'on a tous croisé. Tous, on l'a tous croisé. Le film nous permet, qui est un film de Boris, tu vas m'aider, Boris Lochkin, absolument, qui est un ancien documentariste et qui travaille de cette manière-là, c'est-à-dire à la rencontre des gens et de ce qu'il raconte. Voilà, on a rencontré ce personnage alors qu'en fait, aucun d'entre nous ne le connaissait. Et à partir du moment où on a vu le film, on ne verra plus les livreurs comme on les voyait auparavant. Ce sont devenus des personnages, ce sont devenus des gens qu'on connaît ou qu'on a l'impression de connaître, pas à 100%, mais quand même, on est rentré dans quelque chose qui était, je vais le dire, c'est un gros mot et pas un gros mot, c'est l'identification. Voilà. En fait, on s'est identifié. Bon, il y a un mot théorique qui a été largement théorisé par un monsieur qui s'appelle Edgar Morin. Voilà, donc en fait, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis, moi, au sortir de mes études, en tant que scénariste, je ne gagnais pas ma vie. Il fallait que je gagne ma vie. Et j'ai adopté, enfin, on m'a proposé de rentrer dans un programme qui s'appelle Lycéen au cinéma. Lycéen au cinéma, c'était ça, c'était d'accompagner des films dans des classes. Alors, toutes les régions de France à l'époque, je ne sais plus comment ça se passe aujourd'hui, je crois que malheureusement les budgets ont tellement baissé que bon, toutes les classes de France, suivant les régions, avaient le droit à voir, un professeur pouvait inscrire sa classe pour voir 3 films en salle. Et la région Île-de-France avait une particularité, c'est qu'elle permettait à un professionnel d'accompagner les films. Et donc, de rencontrer les jeunes spectateurs, les lycéens, et de parler du film avec eux. Ça, c'est la question d'être un passeur. C'est-à-dire, au fond, donc évidemment, ça permettait à des lycéens de rencontrer des films qu'ils n'auraient pas vus sans cela, mais aussi à moi de les rencontrer, en fait. Donc, il y avait et à eux de me rencontrer. D'accord ? La plupart du temps, ils n'aimaient pas les films. Mais ce n'est pas grave, en fait. La question, c'était la rencontre. C'était qu'après, alors évidemment, il fallait, je pense, extrêmement bien préparer les interventions. Mais en tout cas, c'était de rencontrer, d'avoir cette rencontre extrêmement importante pour moi, qui m'a permis ensuite, troisième chose, de devenir le scénariste que je suis, en fait. C'est-à-dire que quand on écrit un film, on s'adresse à un public. Et ça, c'est extrêmement important. On s'adresse à un public, et ça veut dire donc qu'on se met aussi à sa place. Donc il y a cette idée comme ça de toujours démocratique, en fait, de rencontrer l'autre, d'être à la place de l'autre. Juste pour finir, un chiffre qui, moi, me fascine à chaque fois, parce que ça raconte quelque chose sur notre société, c'est-à-dire cette idée de la dystopie, etc. Machin. On n'a pas besoin d'être forcément de ce... Évidemment, les dystopies racontent quelque chose. Plus il y a de dystopies en fiction, au cinéma, à la télévision, plus ça me raconte quand même quelque chose d'un peu angoissant sur ma société. Juste un chiffre, enfin 2 chiffres. Il y a malheureusement, j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas noté, mais il y a une équipe universitaire qui a étudié le taux de représentation des métiers dans la fiction française. Quand je dis fiction française, je parle de ce qui est à la télévision. À l'époque, il n'y avait pas des plateformes, c'était il y a une dizaine d'années, ou beaucoup moins de plateformes, etc. Le métier le plus représenté à la télévision française, 25%, c'est quoi ? C'est la police. Voilà. Le métier le moins représenté à la télévision française, c'est quoi ? Les ouvriers, 0,02%. Voilà. Moi, ce chiffre, il m'angoisse et il me raconte une chose, en fait. Il me raconte qu'on ne fait pas notre boulot. On ne fait pas notre boulot. On ne fait pas notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on sent... Alors, je le dis pour moi aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous responsables. On ne va pas rentrer dans les détails, savoir qui sont les vrais responsables, mais on est tous un peu responsables de ça, en fait. De se dire, en fait, quand même, la question de la représentation, on en parlait tout à l'heure, elle est extrêmement importante. Pourquoi elle est importante ? Parce qu'au fond, j'ai besoin, moi, de me projeter aussi dans l'autre. Si je ne me projette pas dans l'autre et que je me projette en plus dans une police qui ne ressemble absolument pas à la police réelle, absolument, on est vraiment dans une...
Pareil, les séries judiciaires, je ne sais pas si si vous tombez sur des séries judiciaires, je parle toujours de la télévision publique, hein. Des séries judiciaires à la télévision publique sont passionnantes parce qu'elles ne me racontent jamais la réalité de ce que c'est qu'un avocat. Dans les séries judiciaires, procédurales françaises, un avocat, il fait quoi? Il défend son client pour l'innocenter. C'est ça le métier d'un avocat dans la fiction française. C'est de prouver que son client n'est pas l'auteur du crime. Bon, voilà, pour moi, ça ne raconte rien du tout sur le monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu. Non, et puis, très intéressant parce que tu fais le lien et vous faites le lien aux questions précédentes, de comment les remettre justement dans le film, par définition, et sans mauvais jeu de mots. Laurent, j'ai cité vos 2 derniers livres qui sont 2 dystopies. En quoi vous êtes meilleur qu'un haut commissariat, qu'un think tank ou qu'un responsable politique, qu'un expert pour justement créer des dystopies? J'ai une petite idée. Vous êtes libre, vous êtes sans doute moins soumis aux dogmes, vous êtes moins soumis aux chiffres, et donc vous avez quelque chose qui relève de la créativité, en tout cas artistique, qui suppose du coup de la liberté, qui vous permet, à mon avis, de définir ce à quoi pourra ressembler la société dans 20 ou 30 ans, qui est sans doute, oui, parfois plus fine que des structures comme les nôtres, et je m'inclus dedans. Est-ce que vous vous sentez meilleur, et est-ce que vous pouvez objectiver la raison pour laquelle vous vous sentez meilleur? Bonjour à tous, je vais répondre oui, bien sûr. Et voilà. Non, c'est d'abord juste pour un petit préalable. Je comprends tout à fait ce que vous dites avec la notion de passager clandestin, mais je voudrais juste l'atténuer un petit peu avec le fait qu'elle est contrebalancée en ce qui me concerne par le plaisir d'être là, parce que je trouve aussi que les endroits où les mondes se rencontrent ne sont pas légion, et que moi j'aime bien quand les mondes politiques ou universitaires et le monde de la fiction se frottent les uns aux autres. Je pense qu'il en ressort quelque chose. Donc finalement, on est aussi à notre place ici, malgré tout. Et puis, on vit dans un pays particulièrement singulier de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a peu de pays où... alors, je vais parler de la littérature ou de l'écrit, parce que c'est mon domaine, mais où la littérature et le politique sont dans une fascination réciproque aussi forte. Je crois qu'en France, on a une longue histoire avec ça. Vous l'avez dit, le fait que des termes, très récemment, comme le récit, comme la séquence, s'invitent tant dans la sphère politique, raconte aussi cette espèce d'observation permanente du monde politique sur le monde de la fiction. Et je ne parle pas là de l'art oratoire, de la rhétorique, on comprend bien pourquoi ça aide le politique, je parle vraiment de la fiction. Alors, la dystopie, moi, je ne sais pas, je pense qu'on est à un autre endroit. Et sur les romans d'une manière générale, et pas uniquement sur la dystopie, je pourrais y revenir plus tard sur la dystopie, mais on est à un autre endroit qui me semble être chargé de quelques petits éléments vertueux par rapport... comment dire ça? Je pense qu'on a un autre tempo. Lire un roman, ça prend du temps. L'écrire, ça prend du temps, mais le lire aussi. Donc, accepter de lire un roman qui va parler d'un sujet sociétal ou d'un sujet d'actualité, c'est entrer dans une démarche un petit peu radicalement autre que lire un article ou écouter les infos. Et puis, les mots ne sont pas les mêmes. Moi, on en a un petit peu parlé, mais je trouve que cette notion est extrêmement importante. Le champ lexical du romancier ou du poète ou du dramaturge n'est pas le même que le champ lexical du journaliste ou de l'homme politique ou de la femme politique. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il est meilleur. Moi, je peux juste vous raconter cette petite chose que j'ai ressentie très fort. Il y a quelques années, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Nous l'Europe » et qui est un long poème qui doit faire une centaine de pages, un peu moins, extrêmement narratif, qui reprend l'histoire de l'Union européenne depuis... voilà, ça ne démarre pas à la Grèce, ça démarre après-guerre, en fait au 19e. Entre parenthèses, quand j'ai annoncé à mon éditeur qui me demandait sur quoi je travaillais, que je travaillais sur un poème sur l'Union européenne, je peux vous laisser imaginer la figure qu'il a fait. C'est pas le truc le plus sexy au monde, et c'est justement ça qui m'intéressait beaucoup. C'était j'avais envie de parler d'Europe parce que à ce moment-là, dans les années 2018-2019, c'était le Brexit avait été validé, avait été voté, il n'était pas encore effectif. Il y avait du Frexit partout. Enfin, la question de la sortie européenne était très présente, et j'avais fait le constat de me dire, je ferais peut-être partie de cette génération qui verra l'Union européenne disparaître. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'en serais triste? Est-ce que j'en serais... Bon, voilà, il se trouve que oui. Et donc, je m'étais dit, il faut le raconter avec tes mots. J'ai hésité un tout petit peu avec le fait de convoquer
une écriture plus de l'ordre de l'essai. Mais d'abord, j'ai très vite constaté que ce n'est pas mon écriture, je ne sais pas faire ça. Des essais sur l'Union européenne, il y en a des dizaines plein les tables et je ne vois pas en quoi je pourrais m'inscrire dans ça. En revanche, la question du poème m'intéressait parce que le poème permet le lyrisme, éventuellement. Ce n'est pas un vilain mot quand on écrit un poème de parler de lyrisme. Le poème permet l'épopée. Et puis, le poème nécessite aussi une construction narrative. Il va y avoir de l'ellipse, on ne va pas tout raconter. Et je crois que, justement, alors pour finir sur cet exemple, avoir pris la forme du poème, moi, m'a permis de, du coup, mettre au cœur de mon sujet la tentative de réhabilitation, alors pas militante, mais juste l'envie de partage avec ceux et celles qui liront éventuellement ce texte, de dire, OK, nous avons 1000 insatisfactions européennes, et j'en ai encore aujourd'hui, et des fois je râle, et des fois je ne suis pas content. Mais je suis absolument persuadé qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point il s'agit d'une aventure politique inouïe. Et quand je dis inouïe, c'est qu'elle a eu lieu quasiment jamais, je pense. 28 pays qui mêlent leur destin de manière libre et décidée. Je ne vois pas où c'est arrivé avant. Et c'est vrai que pour le raconter, je trouve que le poème, du coup, a quelque chose de naturel dans son ADN, de l'ordre d'une certaine forme de célébration. Alors, il ne s'agit pas d'être niais et béat, mais qui peut, du coup, raconter autrement une histoire qu'on voit passer tous les jours sous nos yeux dans les journaux. Et c'est pas du tout pour moto, mais l'incroyable succès de ce livre-là dans sa catégorie poésie montre que peut-être, oui, il y avait une attente d'entendre parler d'Europe autrement. Je crois, pour résumer, pour finir avec cet exemple-là, je crois que d'une manière plus générale, c'est bien notre endroit quand on écrit des romans ou des poèmes, c'est qu'on a le droit de convoquer le monde d'aujourd'hui, les problématiques, et on le fait avec ce qu'on est. C'est-à-dire, moi, j'ai des opinions politiques. Il y a une ligne de crête extrêmement intéressante qui est que tout militantisme dans un roman se voit immédiatement et exclut d'emblée le lecteur. Donc, on a le droit, et moi j'ai envie d'une littérature qui me parle, et en tant que lecteur et en tant qu'auteur, j'ai envie de continuer à le faire. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, ça n'est pas le lieu du militantisme, pas le roman. Alors on peut écrire des articles de journaux, des pamphlets, mais pas un roman. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on invite quelqu'un, je crois, dans un temps relativement long, avec une incarnation par des personnages qui va effectivement permettre une identification et surtout l'émotion, qui là aussi n'est pas un vilain mot. Alors, si on voulait complexifier, mais je vais m'arrêter avant, mais ça a beaucoup à voir avec l'Europe. Moi, je suis très intéressé par le fait que, à la naissance de l'Union européenne, il y a cette méfiance, tout de même, vis-à-vis du peuple. On peut le dire comme ça de manière un peu provocatrice, mais parce que les nations, à cette époque-là, savaient où avait mené l'identification au grand homme, et que donc parfois les peuples se trompent. Les peuples, voilà, ça a donné aussi le nazisme et le fascisme de Mussolini. Donc je crois que l'Union européenne a tenté dans un premier temps de construire autrement cette Union européenne, avec un peu plus de distance, de froideur, de technicité. Et dans la littérature, on a exactement le même mouvement avec le travail considérable et remarquable et qui doit toujours nous guider de Brecht, c'est-à-dire cette méfiance justement à l'endroit de l'identification. Ne pas convoquer le spectateur d'une pièce comme quelqu'un qui doit forcément adhérer à tout ce qu'il voit, mais qui doit regarder avec son intelligence. Ce parallèle entre Brecht et la naissance de l'Union européenne, moi je la trouve assez saisissante, parce qu'on voit à quel point à cette époque, la fiction est porteuse de danger en fait. Simplement le problème, c'est que je pense qu'on ne se passera pas plus longtemps de l'élan, de la passion, parce qu'en évacuant l'identification, on a aussi évacué tout ça. Donc je reparle de ma ligne de crête. On est à cet endroit-là où on manipule effectivement la notion d'identification, mais il faut le faire avec beaucoup de précaution et de réflexion, parce qu'on sait aussi où ça mène, et que l'idée n'est pas de vendre à nos lecteurs une pensée politique, si belle soit-elle, parce qu'ils le sentent immédiatement, et que le pacte est rompu. Il y a un pacte extrêmement fragile qui se fait quand on ouvre un livre, c'est qu'on n'a pas envie de s'entendre dire ce qu'on doit penser, mais on accepte d'être emmené. Merci beaucoup. Je me rends compte que je n'ai pas excusé Catherine Dufour, qui devait être là, mais qui est malade. Noé, il y a une question qu'on se pose souvent quand on parle du lien entre fiction et réel, c'est quelle est la capacité de la fiction à impacter le réel? Quelle est la capacité de la fiction à fabriquer le réel, à transformer le réel?
Et je crois que toi, sur cette question-là, tu serais, comment dire, assez prudent quant à votre pouvoir magique d'avoir un impact sur la vie des gens et je dirais peut-être sur les politiques publiques, voire sur le débat public. Non, mais d'abord, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit David tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que la vertu de la fiction, c'est effectivement créer l'identification et créer une représentation. Et l'exemple de Suleiman est particulièrement frappant de ce point de vue-là. Après, c'est marrant parce que donc, oui, moi, c'est un sujet qui m'intéresse et qu'en même temps, sur lequel je suis assez agnostique. Mais il y a un exemple qui revient sans cesse et que je trouve vraiment très bête. Donc je vais le dénoncer ici. Dès qu'on parle de ça, les gens parlent de 24 heures chrono. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est vraiment la tarte à la crème totale de l'impact de la fiction sur le politique. C'est de dire, dans 24 heures chrono, il y avait un président noir et donc ça a préparé le terrain à Obama. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamentalement insultant pour le spectateur. Comme si les gens n'étaient pas capables de se dire tiens, j'aime bien cette série, mais je reste raciste. Enfin, déjà, je crois que c'est. Et ensuite, surtout, ce que je trouve saisissant avec cet exemple, c'est qu'en vérité, 24 heures chrono, c'est une série complètement complotiste, mais dans un niveau de paranoïa complotiste délirant. Ça veut dire que. Je m'en fous, je divulgage, c'est une série qui a 40 ans. Mais dans la 3e saison, c'est le président des États-Unis qui lui-même fait un complot contre son propre pays. Enfin, on est vraiment dans la névrose totale du complotisme américain post-11 septembre. Et donc, dans ce sens, je pense que c'est une série qui prépare beaucoup plus les esprits à Trump qu'elle n'a préparé les esprits à Obama. Et ce qui, moi, me saisit là-dedans, c'est que je pense que les gens qui font cette série ne le savent pas. Et je pense qu'en fait, il y a... Parmi nous, dans notre confrérie de scénaristes, il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé aussi, de ce qui fait la véritable, en fait, ce qui fait le fond des récits qu'on est en train de proposer aux gens, qui sont des choses qu'en fait, des schémas que souvent on reproduit de façon un peu mécanique. Et le cinéma américain avec le complot est extraordinaire de ce point de vue-là. Ça veut dire que le complot est permanent en fait dans la fiction américaine populaire. Regardez Jason Bourne, etc. Sachant que tout ça est fait par des gens des bons démocrates. Et donc, enfin bref, voilà. C'est pas que je vois que je pense que la fiction a un impact énorme sur le public et probablement sur les schémas de pensée qui préparent les esprits à certains récits politiques, etc. Ça, c'est évident. Ce sur quoi je suis plus sceptique, c'est la maîtrise qu'en ont les gens qui le font. En vérité. David, il y a une autre question qu'on pourrait en tout cas vous poser, ou quelque chose qu'on pourrait vous dire, c'est mais finalement dans cette époque déjà très anxiogène, dans cette époque, on l'a dit tout à l'heure, où on subit déjà la fatigue informationnelle, du flux d'infos absolument terrible, le rôle de la fiction serait peut-être au contraire d'offrir une parenthèse enchantée, d'offrir une soupape de décompression. Or, je l'ai dit en introduction en te présentant, tu as été co-scénariste de En Thérapie. Alors ça a cartonné parce que c'était en phase avec, à un moment donné, un état de la société. Vous avez mis en lumière, justement, je crois, et vous avez joué un rôle important, à mon avis, dans la mise en lumière des questions liées à la santé mentale dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et je pense que la série, elle a joué un rôle très important de ce point de vue-là. Mais est-ce que le rôle aussi, malgré tout, d'une série, le rôle de la fiction, c'est, dans cette époque notamment, c'est justement, au contraire, d'essayer de faire sortir les gens de l'époque, d'essayer de leur faire sortir des tracas du quotidien pour leur offrir une soupape de décompression qu'ils ont de moins en moins dans une époque comme la nôtre? C'est dur de répondre à ça parce que moi je crois beaucoup quand même au réel, c'est-à-dire que je crois beaucoup au récit, enfin les Américains le font très bien, on le fait un peu moins bien, on commence à le faire, c'est-à-dire de s'attacher à raconter les grands traumas en fait, voilà, cette idée-là. Les grands traumas qui sont évidemment... je pense que c'est important en fait de raconter les grands traumas, ou en tout cas d'en parler, d'essayer d'en parler, parce que ça permet évidemment de toujours pareil en réalité, de se rencontrer. Je pense effectivement au 13 novembre, puisque En Thérapie, la première saison, s'appuie, le premier épisode démarre le lendemain
des attentats du 13 novembre. On est dans le cabinet d'un psychanalyste. Et d'ailleurs, tu parles de santé mentale. Je ne sais pas ce que ça veut dire santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va voir un psy, on n'est pas forcément, malade en fait. Donc non, mais je dis ça parce que ça a fait effectivement énormément écho dans les cabinets de psy. C'est-à-dire que les psys qu'on rencontrait nous disaient ah, il m'emmerde votre psy parce que tout le monde me dit que je ne suis pas meilleur que lui, quoi. Donc, en gros, les patients oui, débarquaient et disaient mais ah, il va plus vite que vous. Hein, voilà. Donc, bon. Évidemment, c'est une stylisation, hein, puisqu'on a 35 épisodes, et donc nos personnages, en gros, en 6-7 séances, étaient quand même arrivés, non pas forcément au bout de leur analyse, mais arrivés à un point important de leur analyse. Bon, quand on a fait un peu de... on s'est un peu allongé sur le divan, on sait qu'en cette séance, on n'est pas très loin, quoi. Mais voilà, donc je pense que c'est important de parler des grands traumas parce que ça permet vraiment, vraiment de se rencontrer. Il se trouve qu'en thérapie, nous, on voulait en faire une série sur le trauma. Il a été vécu à Paris, en fait. On voulait que ça raconte Paris et que ça raconte Paris traumatisé et que ça raconte aussi comment est-ce que thématiquement, en fait, c'est le thème un peu de la série, qu'est-ce qu'on fait quand la violence, la guerre est à notre porte. Est-ce qu'on laisse la porte fermée? Est-ce qu'on plonge dedans? Et évidemment, le cabinet d'un psy, c'était intéressant parce que c'est un endroit, finalement, qui a l'air comme ça d'être protégé. Bon, en réalité, pour ceux qui ont vu la série, c'est pas si protégé que ça. Mais ce qui nous intéresse aussi en tant que scénariste, c'est pas uniquement les grands événements, c'est les personnages dans ces grands événements. Donc, aller à la rencontre d'un personnage, ça veut dire savoir comment il va se dépatouiller dans un grand événement comme celui-là. Qu'est-ce que ça va lui faire? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il ne va pas s'en sortir? Etc. Pour moi, c'est extrêmement important cette idée qu'on doit parler il y a une chose que je trouve incroyable, qui était moi que j'ai suivi et que vous avez peut-être suivi tous à l'époque où c'était le procès en fait des attentats. Le procès des attentats, tous les jours, donc pendant je ne sais plus combien de jours, mais ça a duré très très longtemps. C'était aussi un grand trauma finalement. On revenait sur ce grand trauma. C'était pour moi extrêmement important le procès au fond de savoir combien ils allaient prendre ou pas. Je pense que c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que la parole de tous et notamment de toutes les victimes ont été entendues. Donc ça, ce sont des endroits comme ça qui m'intéressent moi en tant que scénariste de fiction. C'est-à-dire ces endroits où en fait les personnages sont en conflit et ont une parole à dire ou à ne pas dire. Et voilà, ça, pour moi, c'est extrêmement important que la fiction française rende compte de ça. Voilà, après la question de savoir si on a besoin de voir des choses qui nous détachent du réel, évidemment, bien sûr, mais comme on le disait en préambule, ce qui nous intéresse, c'est le conflit. Sans conflit, on raconte rien de très intéressant. Vraiment rien. Donc du coup, le fait la question qui nous anime, c'est comment un personnage se dépatouille du conflit dans lequel il est. Et après, on peut décider s'il s'en sort, et on peut dire qu'on fait de la comédie, et on peut décider qu'il ne s'en sort pas, et on fait de la tragédie, par exemple, grossièrement. Voilà, c'est... Ce qui compte, c'est qu'il cherche à se dépatouiller. Merci beaucoup. Je profite de ce passage de relais. Donc, Jérémy, comme vous le savez, a dû s'absenter pour rejoindre la cérémonie de la panthéonisation de Robert Badinter, ce qui est une autre manière de payer un tribut à ces questions démocratiques. Et donc, je profite de ce passage de relais peut-être pour dire en quelques mots pourquoi nous, au HCSP, justement, on a souhaité cette rencontre avec vous et souhaité construire un dispositif de réflexion collective qui articule un travail d'experts, d'analyse des politiques publiques, qui est ce qu'on fait traditionnellement.
avec votre regard à tous les trois. Vous n'êtes pas seuls dans cette aventure et je profite pour le souligner. Il y aura avec nous, avec vous, Catherine Dufour, donc, qui est écrivaine de science-fiction, qui a été donc excusée par Jérémy tout à l'heure, qui a été terrassée par Frankenstein. Ça ne s'invente pas qui est le nouveau nom du virus, enfin, qui est la dernière variante du Covid. Donc je vous laisse pousser les analogies où vous le souhaitez. Il y aura aussi avec nous Katie Stewart, qui est écrivaine de science-fiction également, et Jean-Baptiste Delafont, qui est dans la salle avec nous et qui est auteur de scénariste de nombreux films et de séries qui explorent le fonctionnement et les dysfonctionnements, bien sûr les dysfonctionnements de notre démocratie, et parmi lesquels vous le connaissez tous, Bain en noir en particulier, dont il est co-scénariste. Et donc, ce qu'on attend, nous, de cette rencontre, vous y avez déjà très largement répondu dans vos interventions, c'est à la fois cette rencontre avec l'altérité sociale et politique que vous pouvez nous mettre à jour, une capacité de projection aussi et d'ouverture du champ des possibles dont on pense que vous savez les rendre accessibles à un public large, ou en tout cas peut-être différent de celui qui reçoit nos analyses de politique publique. Et peut-être aussi un travail de pédagogie dans cette altérité. Pour beaucoup, le rôle d'un assistant parlementaire européen, par exemple, est parfaitement méconnu, très loin. Et donc, il y a aussi une manière de rendre accessible, palpable, le fonctionnement même de nos institutions démocratiques, au sens large, bien sûr, parfois de manière très institutionnelle, comme dans le Parlement, mais plus généralement, le fonctionnement des médias, le fonctionnement des partis, le fonctionnement des réactions de la société aux grands chocs démocratiques qui nous affectent et dont on a beaucoup parlé dans cette première table ronde. Et du coup, prêtons-nous au jeu. Et je me retourne vers vous, Laurent Godet, pour... si on essaye d'imaginer justement ensemble ces tendances démocratiques qui sont devant nous à horizon 2035-2040, qu'est-ce que vous nous proposeriez ? Ah oui, non, mais c'est le jeu, vous avez raison, à un moment donné, il faut y aller. Juste peut-être pour dire que moi, je suis frappé de voir qu'en cette rentrée littéraire, il y a tant de dystopies, j'en fais partie, avec la publication effectivement d'Euzème, mais je pense à des livres, des romans comme celui de Céline Minard, Thomas Bellesi, Fabrice Imbert. On est beaucoup, en fait, à avoir, sans se consulter les uns les autres, à avoir écrit sur la dystopie. Je pense que c'est quand même très simple, mais encore faut-il peut-être le dire. Je crois que la question de demain nous travaille tous, nous inquiète beaucoup, et que de ce point de vue-là, la dystopie est un jeu, en fait, J-E-U, il ne faut pas oublier non plus. C'est-à-dire que le geste dystopique, certes, a un côté noir et sombre, parce que généralement, on va vous proposer un monde dans lequel aucun d'entre nous n'a envie de vivre, mais c'est quand même aussi sous-tendu par la volonté de créer une réaction, une interrogation, un dialogue sur les demains possibles, et est-ce que c'est vraiment celui-là qu'on veut. Alors, je me jette à l'eau, moi je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont d'ores et déjà en travail aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire qu'il y a déjà des choses dystopiques aujourd'hui. C'est-à-dire que la dystopie, elle travaille déjà maintenant. Moi, il me semble que la question de la privatisation est une question vaste qui court dans nos sociétés, pas uniquement la société française, et qui n'a pas du tout fini d'aller jusqu'au bout de sa propre logique. Quand j'ai commencé Chien 51, il y a maintenant 4 ans, c'était sur le point de départ était cette idée que je trouvais rigolote de dire et si finalement une société type GAFAM avait racheté la Grèce au moment de la dette grecque. Je ne pouvais pas imaginer 30 secondes, même pas en riant, que quelques années plus tard, un président des États-Unis parlerait d'acheter le Groenland et de le faire sérieusement. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un dossier sur sa table, que des gens ont travaillé avec lui pour savoir, pour chiffrer, pour... Cette chose-là est vertigineuse. Je ne dis pas du tout ça pour dire que j'ai eu du nez. Je ne pense pas. Je pense qu'on est tous, comme vous d'ailleurs, des éponges. On sent bien qu'il y a des forces
en tiraillement. Vous êtes des experts, nous, c'est quelque chose de plus sensitif. Il me semble que la question de la privatisation, que ce soit vis-à-vis d'un pays à l'autre, avec bien sûr le Groenland qui est très spectaculaire, mais au fond, le rachat du port du Pirée, le rachat des terres arabes en Afrique, enfin, il y a énormément de modalités en ce moment de prédation comme ça, privative. Mais, et c'est ce qui m'intéressait peut-être presque le plus, je pense aussi que la période de Covid que nous avions traversée a montré que nous-mêmes, chacun dans notre vie, nous avions du mal à maintenir la barrière entre sphère privée et sphère publique, à la fois géographiquement. Je veux dire, nos cuisines sont devenues des bureaux de travail avec Zoom et on a tous passé des conférences depuis notre salon en disant aux enfants de faire moins de bruit. Donc l'espace est devenu un peu plus mangé par l'entreprise et le temps aussi. Enfin, à quelle heure répondez-vous à vos mails? Alors je sais qu'il y a des contre-feux, on essaye de limiter un certain nombre de choses, mais tout ça me fait penser qu'il y a vraiment quelque chose de très très vaste de ce point de vue-là. Je ne voudrais pas être trop long, mais j'en ai encore deux, je vais être plus rapide. Je crois qu'il y a aussi, moi il me semble, on a beaucoup parlé de l'homme fort, Clément Beaune a ouvert sur cette notion-là, ça me paraît évidemment très juste. Moi j'élargirais un tout petit peu avec la question de l'empire en fait. Alors un empire sous-entend un homme fort, mais j'ai l'impression que la question de l'empire peut aussi aller du côté ou de l'industrie, ou parfois même de l'équipe de foot. Enfin, vous savez, la marque. Être comme ça, de quelque chose qui existe très fort, qui est reconnaissable, qui est puissant, qui a de l'argent, qui impose sa volonté, ça me semble aussi être une tendance qui a à voir évidemment avec la démocratie, parce qu'il y a une puissance financière et de décision qui peut impacter et qui peut venir bousculer la démocratie. Et puis le dernier, mais je vais à toute vitesse, mais le dernier, moi, c'est ce que j'appelle le risque et le péril de la soumission confortable, en fait, d'une certaine manière. Vous savez, on a parlé de la servitude volontaire, enfin, la Boétie l'a fait mieux que moi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la servitude, elle est plus du côté d'une certaine forme de servitude confortable. On a tous validé un certain nombre d'abdications par rapport à ne serait-ce que nos données, ne serait-ce que comme s'il y avait une manière d'être pris, d'être mangé, d'être dévoré, qui était acceptable parce qu'elle offrait en contrepartie du confort, tout simplement. Et ça, je crois que la démocratie va devoir se poser très sérieusement la question. Et c'est une question individuelle, c'est-à-dire, je m'inclus complètement, je n'ai de leçons à donner à personne, mais c'est vrai que cliquer à 2 h du matin chez soi, dans son bureau, en sachant que dans 2 jours, on aura le livre ou je ne sais quoi qu'on a commandé, on l'a tous fait, on le fera encore, c'est confortable. Et puis après, on met notre autre cerveau et on dit, cette chose-là est dégueulasse, il y a des gens qui sont exploités, il ne faudrait pas que ça existe. Et l'ambivalence à la fois de notre geste et de nos idées fait que je crois que là, il y a quelque chose qui en fait interroge la démocratie et qui passe par s'interroger peut-être aussi très clairement sur ce qu'offre la proposition dictatoriale. Parce que si elle n'offrait rien, ça ne marcherait jamais. Or, elle offre quelque chose. Alors, c'est très souvent la sécurité, mais ça peut être aussi parfois le confort. Et c'est en allant batailler de ce côté-là aussi, en soulignant, en analysant ce qu'offre peut-être la dictature et les despotismes qu'on peut aussi lutter. Parce que sinon, on a toujours l'impression qu'on nabe ça de brume en disant mais au fond, c'est mal, c'est mauvais, ce que je pense. Hein. Mais encore faut-il dire quels sont leurs leviers pour ensuite essayer de les combattre. Donc voilà, en fait, pour finir, pardon, je suis trop long, mais cette idée de la servitude confortable, c'est aussi pour dire que la question démocratique, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est ce que disait Goulepa tout à l'heure, c'est une question intime au sens où il y a des choix déontologiques que chacun fait en tant qu'individu et ça nous ramène à un drôle de combat qui est à la fois sociétal, citoyen et intérieur. Merci beaucoup. Ce qui est frappant, et ça rebondit sur des échanges qu'on avait au début de cette conférence. C'est un peu le sentiment, notamment pour des consommateurs, et j'en suis, de romans d'anticipation et de science-fiction, de raccourcissement entre le moment où s'écrit la dystopie aujourd'hui et le moment où elle se réalise, qui a une forme d'accélération qui, je pense, nous interroge, et au point où on finit par se demander, et particulièrement dans le temps politique dans lequel on est, si finalement votre rôle, c'est pas de nous fournir et de nous proposer des scénarios réalistes et crédibles pour les quelques jours ou quelques mois ou quelques années qui s'ouvrent. Ce que je vous propose, c'est de passer la parole à la salle pour un moment de
d'échanges, de questions et de réponses. Je vous rappelle que les questions peuvent s'adresser non seulement aux intervenants de cette table ronde, mais que les intervenants de la première table ronde sont toujours dans la salle, à l'exception de Justin Weiss qui a dû nous quitter, et que vous pouvez donc échanger avec l'ensemble des participants de cette journée. Jean-Claude Devez, Pacte civique. Ce matin, on réfléchissait au pacte de pouvoir de vivre sur la manière dont on associait la société civile pour régénérer notre démocratie. Où est, dans votre travail, le rôle de la société civile et comment vous allez travailler avec elle? Je prends une série de questions et on fera des réponses groupées ensuite. Il y avait... Oui, il y a quelque chose qui me frappe en fait depuis que j'écoute cet après-midi. C'est cette idée que en fait on sait ce que c'est la démocratie en gros, et que du coup quand les gens disent ben moi je suis assez réticent par rapport à la démocratie, du coup ça veut dire qu'ils basculent plutôt du côté autoritaire. Or moi je pense qu'en fait les gens ils sont plutôt dans l'idée que le système actuel tel qu'il fonctionne, ben, il est foireux. Et l'actualité le montre parfaitement. Et je pense que cette confusion entre le système actuel tel qu'il est, c'est-à-dire en gros des élections avec des partis politiques, etc., et la démocratie qui est plutôt l'idée que finalement on est au service du peuple, en gros, et on essaie de trouver une architecture pour que ça fonctionne pas trop mal, cette confusion, elle est vraiment dangereuse. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, comment vous imaginez effectivement dans l'avenir qu'on puisse aller vers une forme de démocratie différente, avec une organisation différente, une architecture différente, et qui répondrait aux besoins, notamment par exemple aux enjeux écologiques. Alors, je dois préciser que moi-même, je travaille dessus, puisque je suis en train d'écrire un roman d'anticipation pour imaginer la métamorphose des institutions politiques. Oui, bonjour. Ma question se destine surtout aux scénaristes parce que c'est le milieu que je connais, mais j'imagine que ça vaut aussi pour le milieu de l'édition. Comment faire, comme vous parlez beaucoup de responsabilité de la fiction sur la question de la démocratie, etc., comment faire dans une époque où le service public est de plus en plus délaissé, et pas seulement par les spectateurs, mais aussi par le gouvernement. On a eu l'annonce de la grande coupure budgétaire pour France Télévisions, par exemple, et que de plus en plus de plateformes ou de chaînes privées appartiennent à des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que la démocratie l'emporte, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que scénariste pour essayer de faire passer ces récits? Encore une ou deux questions, on fait une première série de réponses. Merci beaucoup. Monsieur El-Kaïm, mais la question est adressée à d'autres personnes. Vous avez parlé de l'importance du problème à régler dans un scénario. Je voulais savoir, dans le cadre de politique, vous avez parlé qu'il y avait une introduction du récit vidéo avec le récit politique et les séquences. Est-ce que l'avenir du politique peut se faire avec le scénariste dans la construction de son image auprès des citoyens au sein de la démocratie? Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Merci. Une dernière question peut-être avant de revenir et de repartir ensuite dans la salle. Oui, bonsoir, merci. Driss Aïda, je suis marocain, citoyen marocain et accessoirement français. Voilà, je voulais juste faire le parallèle entre mon pays d'origine et la France. Ma femme est française, j'ai 2 enfants et je m'interroge justement sur l'avenir des 2 pays. Nous sommes liés par l'histoire, la géographie, le sang, tout ce que vous voulez. Ce qui était extraordinaire, j'ai tendance à dire que le Maroc est une photocopie conforme à l'original. Alors, actuellement, vous savez ce qui se passe au Maroc. Il y a une jeunesse qui aspire à la liberté d'expression, à la démocratie, et on essaye
de récupérer. Il y a tout un débat sur les plateformes. Qui est derrière? Qui veut récupérer? J'ai fait le parallèle avec le débat tout à l'heure. Quels sont les facteurs qui déstabilisent? J'ai trouvé une véritable approche lorsqu'on a commencé à parler des élites. Il faut faire justement un diagnostic sur ces élites ou ces pseudo-élites qui ont conduit le pays, la France, à cet état dans lequel il se trouve. Donc, au lieu de chercher toujours dans cette théorie, dans ce complotisme, c'est l'étranger, c'est les Russes, c'est les immigrés, c'est les terroristes, c'est des concepts inventés de toutes pièces, je crois qu'une réflexion profonde qui a commencé à être ébauchée, il faut faire justement, je ne dirais pas un procès, mais une analyse en profondeur pour comprendre comment le pays a été conduit à cette catastrophe. Deuxième point, j'ai entendu une seule fois fascisme. Je suis sidéré de ne pas employer les concepts appropriés. La France, peut-être en 2026, on voit une alliance. Moi, je n'ai pas peur des concepts. Il y a une alliance de fascistes et de nazis. C'est comme ça qu'on le voit, nous, issus d'eux. Il y a une alliance qui est aux portes du pouvoir. On continue toujours à utiliser un terme populisme. Ça ne veut rien dire. Il faut appeler un chat un chat. Donc, comme on a inventé des concepts pompeux, l'islamo-gauchisme, l'islamisme, il faut y aller. Voilà, le fascisme et le nazisme sont aux portes de la France. Et donc, il faut poser les termes, comme on dit, une phrase en arabe, nous devons appeler les choses par leur nom et prendre les choses au sérieux. Dernière question, parce qu'il y a tellement de choses, pourquoi j'interviens. Je vous dis sincèrement, je suis venu du Maroc, j'ai suivi ma femme française. Aujourd'hui, heureusement qu'on a gardé cette dérision propre à nous. Je lui ai dit, je t'ai suivi, mais à tromperie sur la marchandise. Tromperie sur la marchandise. Démocratie, liberté, etc. Alors que nous voyons une alliance entre les journalistes, les médias et les hommes politiques pour nous présenter le candidat ou le président de demain. Dernière chose pour les scénaristes. Je me permets de raccourcir votre temps de parole. Je suis gardienne du temps. Les il faut que d'autres personnes puissent intervenir. Très bien. Les stéréotypes de ce qu'on appelle l'immigré. Le français chez nous, c'est le coopérant, l'expat. Et nous, on est toujours des immigrés. Voilà, il faut changer cette image pour vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une série de réponses sur la question de la définition de la démocratie qu'on se donne finalement collectivement. Et c'est peut-être un bon premier test pour confronter vos regards d'experts et de créateurs sur ce point-là. Je ne sais pas, Nona ou Lucille, comment est-ce que vous la décriveriez? Et puis je me retournerai vers vous pour savoir ce que vous entendez finalement quand vous-même vous pensez écrire ou produire sur la démocratie. Moi, je veux bien me lancer sur la démocratie parce qu'évidemment, c'est une très bonne question de demander est-ce qu'on sait ce que c'est que la démocratie. Non, nous, on essaie de demander justement aux personnes qu'on interroge et qu'on voit, c'est quoi pour elles la démocratie. Et nous, depuis la démocratie athénienne, ça a beaucoup changé la démocratie. Nous, on est aujourd'hui, il y avait l'Assemblée des citoyens quand c'était des hommes, quand ce n'était pas des esclaves et quand ils étaient athéniens, ils décidaient tous ensemble sur la place publique. Nous, on est dans des démocraties représentatives. Ce que demandent les personnes qu'on interroge, c'est plus de délibération, c'est plus de participation. Pour eux, la démocratie, c'est une coquille vide, où ils ont le sentiment qu'on ne les écoute plus, qu'on ne les entend plus et qu'on ne les respecte plus. Donc oui, la première chose à faire quand on travaille sur la démocratie, c'est essayer de voir l'image de la démocratie qu'on a dans la tête, et essayer de lui redonner un peu de vitalité, parce que par définition, la démocratie, c'est jamais donné une fois pour toutes. Ça se réinvente tout le temps. Oui, moi je suis évidemment totalement d'accord. Je voulais rappeler ce qu'a dit l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien lorsqu'il a dit que c'était aussi un exercice quotidien.
et lorsqu'au fond, il nous a invités à en faire une sorte de discipline individuelle. Je trouvais ça très intéressant, parce que d'une certaine manière, il donnait à voir une démocratie qui peut être dans les institutions et dans les procédures, mais qui peut relever, ça rejoint aussi à ce que vous avez dit en faisant le lien entre l'intime, le social, le collectif et le projet politique. Et puis moi, je voulais quand même dire une chose, parce que c'est vrai que l'écologie m'habite pas mal, c'est qu'il y a des nouveaux objets politiques et des nouveaux objets démocratiques qui ne cessent d'apparaître. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il y a des soulèvements de la Terre, c'est que la Terre est devenue un objet politique, un objet démocratique. Lorsqu'on parle de bien commun, j'observe qu'il y a eu dans les dystopies, il y a toute la question au fond de la propriété et qu'est-ce qu'on va en faire, de public et du privé. Donc ces nouveaux objets politiques, comment est-ce qu'on les intègre dans les processus démocratiques? Et j'observe aussi une troisième chose, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup d'inventivité, d'innovation dite démocratique, par exemple la Convention citoyenne pour le climat ou le grand débat national, etc. Et que très souvent, ces innovations démocratiques se sont terminées par une déception démocratique. Donc comment est-ce que cette question de l'invention des procédures et de nouveaux moments démocratiques ou de nouveaux lieux démocratiques ne débouche pas sur une déception qui renforce au contraire l'envie d'arrêter de voter, par exemple? Je me tourne vers vous pour avoir votre définition ou en tout cas votre perception de cet objet finalement très large. Je ne suis pas un expert, hein, donc non, mais moi, c'est vrai que le Premier ministre ukrainien, enfin le ministre des Affaires étrangères ukrainien a très bien dit les choses sur les bulles qui se rencontrent en fait. Moi, j'entends, et les bulles qui ne se rencontrent plus, ben oui, on est dans un. Le dialogue, c'est ce qui permet, pour moi, la démocratie. Le dialogue voulant dire, même si on n'est pas d'accord, effectivement, comme pour le Parlement européen, même si on n'est pas d'accord, il y a un moment où on va se mettre d'accord. Alors peut-être, donc c'est ça. Il y a un endroit que nous, scénaristes de série, on utilise en fait comme un endroit démocratique, autant que faire se peut, c'est ce qu'on appelle la room. La room, c'est donc un endroit où nous, scénaristes de série, on se retrouve à plusieurs scénaristes, on travaille sur le même objet, une série, et en fait, on va discuter de cette série pendant un temps infini, enfin ça peut être infini, pour se mettre d'accord sur ce qu'on va raconter, comment on va le raconter, comment on va le structurer, qui vont être les personnages principaux, etc., etc. Et donc on est plusieurs, et il faut s'entendre en fait. On s'est choisi, à 4, 5. Alors bon, il y a toujours des gens qui dirigent un peu la room, mais quand même, on s'est choisi à 4, 5. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord à la fin pour qu'on soit tous d'accord avec cet objet-là et sans jamais laisser qui que ce soit sur le carreau. Tout le monde doit être d'accord avec l'objet à la fin et pouvoir le défendre. Voilà, donc ça, c'est un endroit que moi, je pense être très démocratique. Il peut y avoir des rooms dictatoriales. Les nôtres sont assez démocratiques. Alors juste, je ne vais pas me lancer dans une définition de la démocratie, mais je vais juste, par rapport à mon domaine, je suis d'accord avec la notion d'effort démocratique aussi, qu'il faut peut-être rappeler, parce que les démocraties participatives, c'est formidable, mais si les gens ne vont pas voter, il y a aussi des choses qui ne vont pas. Enfin, la notion d'effort, elle est certainement très importante. Je suis aussi tout à fait d'accord avec le fait c'est un ressenti que j'ai aussi, j'ai l'impression qu'en 10 ans, on a énormément perdu dans notre capacité à être face à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, et non pas changer d'avis, faire ce constat simplement, et puis éventuellement passer à autre chose. Les choses se sont beaucoup durcies. Mais je voudrais juste dire, par rapport à l'activité d'écriture, moi, il se trouve que je viens du théâtre, que j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Et en France, on a cette chose un peu particulière, c'est qu'il y a une scission assez forte quand même, malgré tout, entre théâtre public et théâtre privé. Moi, les gens qui m'ont formé, le théâtre que j'ai aimé, c'est le théâtre public. La décentralisation, le théâtre pour tous. Je pense qu'il est totalement impossible, quand on est un auteur de théâtre vivant aujourd'hui en France et qu'on travaille dans ce domaine-là, de ne pas avoir fait des ateliers d'écriture en prison, des ateliers d'écriture en médiathèque, des ateliers d'écriture en lycée, des rencontres bord plateau sur des tas de publics très différents. Nos théâtres publics subventionnés ont pour mission de faire cela. On l'a tous fait. Ça fait partie de la démocratie, c'est-à-dire que la lutte pour tenter de faire en sorte que la culture ne soit pas une
une tourelle de gens privilégiés qui ne se parlent qu'à eux-mêmes, c'est un risque permanent, constant, contre lequel il faut lutter. Mais s'il y a bien des gens à qui on ne peut pas faire ce procès, c'est notamment, je parle d'eux parce que je les connais, les gens qui travaillent et qui écrivent pour le théâtre aujourd'hui. Et quand on s'entend dire qu'il faudrait qu'on aille dans les campings en été pour vraiment rencontrer le vrai public parce qu'on ne le connaît pas, moi, non, c'est une insulte à 25 ans de travail. J'ai été formé par une grande figure de la décentralisation qui s'appelle Hubert Gignoux, qui a été le créateur du TNS, Théâtre National de Strasbourg, à Strasbourg. Cette question du service public à travers la culture et de l'art, d'une politique culturelle de l'État, elle est fondamentale, elle est dans notre ADN et elle fait partie de la démocratie au sens où elle fait de nous aussi des gens porteurs de cette capacité de faire tomber un petit peu les murailles. Merci beaucoup. On répondra à quelques autres questions de manière conclusive à la fin du round. On peut reprendre encore une ou deux questions avant de conclure. Il y en a beaucoup. Martine de Gall. Je milite depuis quelques années pour la démocratie. Je voudrais revenir brièvement sur mon parcours. On a parlé de méritocratie républicaine. Je suis issue de cette méritocratie républicaine à une époque où elle existait encore. Donc je le dis très clairement, une fille de maçon qui a gravi les échelons de la finance internationale avant de se cracher et d'écrire un livre. Vous êtes trop qualifié pour le poste, paru il y a quelques années chez Albin Michel. Alors depuis, j'ai voulu évoluer un peu en politique, militer pour un parti centriste à plusieurs reprises et j'ai constaté un certain nombre de choses et moi je m'interroge aussi sur les partis politiques et leur rôle dans la situation actuelle. À savoir comment évolue-t-on au sein d'un parti politique? Est-ce que la démocratie existe toujours au sein des partis politiques? C'est un vaste sujet. Parfois, alors vulgairement, je prends la parole aujourd'hui, j'ai appris à prendre cette parole, mais tout le monde n'a pas forcément cette capacité non plus. Les idées, et est-ce qu'on n'a pas tendance parfois à couper certaines têtes parce qu'elles dérangent? Tout le monde, on parle beaucoup d'action collective, d'intérêt général, mais on en a beaucoup discuté aujourd'hui face à beaucoup d'intérêts individuels. On est aussi face à de la précarité, on en a parlé, je retiens ce mot, c'est important. La précarité, elle touche les classes moyennes, mais elle touche aussi certaines personnes qui ont évolué au sein de la société et qui, après 45 ans, ne retrouvent plus de job. Alors, on n'a pas parlé du travail ici, mais moi, j'essaie de créer une passerelle entre ce que j'appelle les talents inemployés et les entreprises socialement responsables. Je n'ai pas trouvé de financement pour le moment. J'essaye aussi de créer, pas un parti politique, mais j'ai créé mon Paris démocrate il y a quelques années. Et quand vous n'avez pas de financement, c'est difficile de tenir aussi. Comment fait-on? En tout cas, j'interroge, moi, le politique, les partis politiques. Et vous voyez, j'ai une couleur plutôt orange, donc plutôt liée à la communication. Mais tout est là. Tout est, à mon avis, parti politique et le travail, parce que le travail, c'est ce qui lie les gens. C'est vrai que le taux de chômage, je suis économiste de formation, tout le monde dit qu'il a baissé, mais baissé avec beaucoup de précarité. Et cette précarité crée de la violence et des injustices au sein de la société. Et je dirais, quel que soit le niveau, parce que quand on est ouvrier, je suis une fille de maçon, donc j'en parle très librement, c'est difficile d'être précaire, mais quand on est cadre sup et qu'on est précaire, on n'ose pas en parler, et ça aussi c'est difficile. Donc je pense que toute la société, on a à travailler sur tous ces sujets. Voilà, merci. Je suis à la disposition de ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Oui, merci. Je suis sociologue et je suis membre de la Société française de prospective. Je voudrais rappeler dans ces lieux qui se consacrent à la prospective que notre maître, c'est Gaston Berger. Et Gaston Berger, lorsqu'il a créé la prospective en France, c'était pour se démarquer de la prospective américaine notamment. Et c'était d'abord un philosophe très influencé par Husserl. Donc, je crois qu'il faut en prendre note, parce que si effectivement la prospective a bénéficié du phénomène de planification, il ne faut pas oublier la pensée qui l'a guidée. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point que je voudrais porter à votre attention, c'est que nous sommes dans une société, tous les sociologues le disent, donc ce n'est pas un scoop, très vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle a besoin, comme le dit Michael Fossel, de consolation, de protection. Et je crois que ces grands enjeux, il faut les prendre au sérieux. Nous parlons, nous, de souffrance éthique. Cette souffrance, elle touche tous les corps sociaux et tous les individus. Je crois que si nous ne prenons pas les dimensions de cette souffrance, non pas pour nous apitoyer, mais pour la rendre positive et active dans la transformation de nos pratiques sociales, nos manières de penser, eh bien, nous pourrons continuer à écrire de beaux romans et à écrire de belles histoires et à rester un peuple soumis. Merci beaucoup. On va devoir arrêter les prises de parole depuis la salle compte tenu de l'heure qui tourne. Peut-être un tout petit mot en réponse à un certain nombre d'interpellations. Alors pas forcément sur le fond, parce que l'état des réflexions ne nous le permet pas encore, mais pour vous dire un peu comment on va travailler et comment justement on conçoit cet objet démocratie dans le cadre de ces cycles de réflexion qu'on travaille. Ce sur quoi on va faire dialoguer les experts et les créateurs qui sont ici, c'est sur des choses assez concrètes finalement. C'est sur la manière dont évoluent, sur les chocs, sous l'effet des chocs dont on a parlé pendant la première table ronde, les institutions au sens très large de la démocratie, c'est-à-dire toutes les structures dans lesquelles se fabrique de l'opinion, se diffuse de l'opinion, se partage ou se polarise l'opinion, et puis les structures et les institutions dans lesquelles à la fois se fabrique et s'exerce la citoyenneté, donc évidemment pas uniquement les structures représentatives du pouvoir, mais aussi de toutes les dimensions participatives et plus largement de formation de l'opinion et de la citoyenneté. Et c'est cet objet-là qu'on va essayer de travailler ensemble. Et il y a eu une interpellation aussi sur où est-ce qu'on mettait la société civile dans cette affaire. Alors il y a plusieurs types de réponses. D'abord, ça, c'est un objet de réflexion pour le groupe d'experts, pour les créateurs, évidemment absolument central. Mais il y a aussi, dans le cadre de ce grand exercice prospectif qui vous a été présenté tout à l'heure et qui couvre d'autres sujets que le seul sujet démocratique, une dimension de concertation menée en particulier avec le CESE qui va animer et alimenter ces travaux.